Pour une fois, je me présente, je m'appelle Oleg Medianikov, je suis un chercheur IRD, affecté pendant 4 ans, j'étais affecté au Sénégal et depuis quelques jours, je suis de remonter à Dakar, service de professeur Raoult de l'Europe. Voilà, alors en continuation sur les maladies infectieuses tropicales, je vais vous présenter une présentation rapide sur la borréliose attique en Afrique. Voilà, en première diapo, quelques généralités. Les noms de cette maladie, de ce groupe des maladies, on peut dire c'est la fièvre récurrente, ou la borréliose attique, ou en anglais c'est relapsing fever. Alors en Afrique, c'est une maladie dont on connaît 4 agents pathogènes. C'est surtout Borrelia hispanica, Coccidiorea et Tuctonie. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est Borrelia recurrentis, c'est une maladie un peu à part. Et je vais vous expliquer un peu plus sur ça plus tard. Alors, mis à part de Borrelia recurrentis sont toutes les zoonoses vectorisées par les tiques molles. Il y a des réservoirs dans la nature et ça dépend de l'espèce de Borrelia, de quel animal est le réservoir. Morbidité n'a jamais été connue, alors il n'y a pas de rapport officiel de morbidité de borréliose dans aucun pays de l'Afrique. Alors on ne connaît pas quelle est la morbidité. Par contre, mortalité, on peut, par les séries des cas, on peut savoir à peu près pour la mortalité, et bien sûr ça concerne surtout la classique bien connue, Borrelia recurrentis. Alors on dit sur les séries rapportées qu'avec le traitement, mortalité quand même arrive jusqu'à 1 ou 2%. Sans traitement, ça peut monter jusqu'aux 70%. Alors, encore une fois, ça c'est les données sur les séries. Sur certaines séries, ça dépend. Ce qui concerne la Borrelia Tuctonie, à partir de l'Afrique de l'Est, mortalité peut être jusqu'aux 3%. Les cas de Borrelia Coccidiorea hispanica, le nord et l'ouest de l'Afrique, normalement, il n'y a pas de cas mortels officiellement rapportés dans la littérature, mais parfois on dit que ça peut être jusqu'au 0,05%. Alors ça c'est un peu sec, pour vous montrer quelques dessins, ça c'est le tableau de répartition, la carte de répartition des espèces différentes pathogènes de Borrelia. Ça c'est pris dans la revue de notre équipe, publiée récemment. Alors vous voyez quand même déjà, pour souligner l'importance et l'actualité de ces groupes des maladies, on peut dire que quand même une bonne moitié des pays sont quand même touchés. Ça veut dire que quasi-totalité, bon ici Sahara occidentale est un peu blanche, mais c'est pas vrai bien sûr, hein, toute la Sahara occidentale est bien affectée. Alors on voit que toute l'Afrique du Nord, une bonne partie d'Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est sont les pays où les borrélioses sont endémiques. Alors pourquoi, encore une fois, pourquoi je vous parle de cette maladie qui probablement peu de vous connaissent bien. Alors, voilà, vous voyez quelques publications. Les publications disent que, quand même, ça sont les publications pas sur les malades diagnostiqués en Afrique, hein, sont les malades diagnostiqués en France et rapportés en France. Alors vous voyez qu'il y a des bonnes séries des cas, et pas juste les cas avec une hydroencéphalite, les cas importés de l'Afrique, entre guillemets partout de l'Afrique, et aussi d'Asie, c'est un autre agent pathogène, mais en gros, l'épidémiologie est pareille. Alors, régulièrement, minimum 3-4 publications par an rapportent les cas importés, et donc la dernière publication, c'est à gauche, ça c'est rapport de, si je ne me trompe pas, environ une vingtaine de cas importés, surtout de l'Afrique de l'Ouest, en France. Inclus 4 cas, disons graves, hein, avec une encéphalite. C'est juste encore une fois pour souligner que ce n'est pas une maladie super rare, exotique, qui ne verra jamais. Alors, vraisemblablement, dans notre pratique, vous allez avoir une possibilité de rencontrer un malade. Bon, certains de vous, même si la plupart de vous vivent dans le jungle de béton et de verre, quand même, et toucher la nature que dans le supermarché, cette photo, je montrais que pour expliquer qu'en Afrique, c'est pas du tout comme ça.
Alors, l'homme et la nature, c'est toujours côte à côte. Et tout ce qui existe dans la nature, normalement, c'est très proche à l'homme. Alors, plusieurs cas de plusieurs zoonoses sont entre guillemets, se trouvent à côté de vous et à côté des touristes qui vont venir vous voir après. Cette photo, pourquoi je l'ai mis, c'est la photo que j'ai prise en fait à la frontière entre la Guinée et Libéria, ça fait 4 ans à peu près. Ça sont les villageois qui sont venus nous voir entre guillemets, pour nous demander qu'est-ce que nous faisons. Nous avons mangé d'ailleurs à ce moment-là. Et voilà, j'ai profité pour prendre la photo. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'est des jeunes mères avec vraisemblablement 2 enfants. Ils portent un nourrisson sur le dos, qui porte, non, c'est pas une peluche. Vous voyez bien que c'est un bon rongeur avec la queue qui a été bien utilisée au lieu de chupa-chups. Voilà, c'est la proximité. Et juste pour vous souligner, ça c'est l'endroit qui était concerné, donc qui considère jusque maintenant comme l'épicentre de foyer de la fièvre hémorragique de Lassa. Et en même temps, bon, ça fait 1 an, c'était avec notre épidémiologie, la fièvre Lassa, quand même, c'est l'hémostomies qui est considéré comme un réservoir plus important. L'année dernière, c'est Ebola. C'est ça, c'est cet endroit-là exactement. Voilà, alors, après cette illustration, disons que les rongeurs, la proximité de la nature jouent son rôle. Je reviens aux borrélioses et aux borrélioses au Sénégal. Pourquoi au Sénégal? J'étais affecté au Sénégal, je connais les situations relativement pas mal. Alors, ce qui concerne le Sénégal, les borrélioses crucidurées, qui est l'agent pathogène de borréliose, concerne aussi la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest où on peut trouver les borrélioses. Ça veut dire la Mauritanie, le Mali surtout, une partie de Burkina Faso et Niger. Voilà, alors, qu'est-ce qui concerne la borréliose? La borréliose a été rapportée au Sénégal en 1940 par une bonne équipe, toujours une bonne équipe, d'expatriés qui ont travaillé à Dakar. Mais malheureusement, ça a été un peu oublié et ça a été redécouvert dans les années 90 au Sénégal par un membre d'une équipe de l'IRD. Alors, en gros, Borrelia crucidurae, c'est la bactérie de groupe de la fièvre récurrente, proche aux autres bactéries du même groupe de l'Afrique. Mais quand même, la spécificité de cette bactérie, c'est que, elle est transmise par une espèce de tique molle, vous voyez en haut à droite ici, spécifique, c'est Ornithodorus sonrai. Les insectivores surtout, et les rongeurs sont les réservoirs, donc on voit un petit insectivore, Crocidure, c'est une musaraigne Crocidura oliveri. Et la prévalence est très élevée, c'est très élevé, on ne peut pas dire la morbidité, parce qu'on ne connaît que la prévalence entre les gens avec des fièvres consultés au niveau de dispensaires. Alors ça peut monter jusqu'à 15 voire 19 dans certaines régions parmi les gens venant consulter à cause de fièvre au niveau des dispensaires ruraux. Alors, qu'est-ce que c'est comme la maladie? En gros, je prépare 2 diapos pour vous dire quelques critères épidémiologiques et signes cliniques. Surtout, je commence par l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est une moitié de diagnostic, à mon avis. Au moins de ce cas-là. Alors, période d'incubation varie entre 4 et 14 jours. Normalement, c'est une semaine, 7-8 jours. Alors, ce qui est très important, c'est que la maladie transmise par l'éthique, oui, vous voulez probablement demander est-ce que vous avez été à votre patient, est-ce que vous avez été piqué par l'éthique, est-ce que vous en avez, mais pas du tout dans ce cas-là, parce que l'éthique molle ne s'attache pas, il pique pendant la nuit. Alors, il y a très peu de possibilités que malade, que patient va vous rapporter la piqûre de tique. Voilà. Alors, et toujours, pour la totalité des malades, il faut avoir un background épidémiologie. Alors, soit sur une ligne passée chez les habitants dans les pays endémiques, soit par terre, soit dans les pièces avec des terriers rongeurs,
que nous voyons, hein, c'est pas toujours évident, dans ce cas-là, voilà, on voit le sac de nourriture, on voit le placard, et là, ici, c'est l'intérieur des rongeurs. C'est la photo qui est prise en diop. Soit dans le temps de la nature, soit dans les vestiges, peu importe quel temps passé à proximité directe avec les rongeurs. Pourquoi les rongeurs? Parce que l'éthique vectrice passe leur vie dans les terriers des rongeurs. Et normalement, les rongeurs sont les autres dont l'éthique molle son repas sommaire. Tout concernant les signes cliniques, c'est surtout le nom oblige, c'est la fièvre. C'est la fièvre récurrente, alors c'est une forte fièvre. Surine brutalement. Alors la fièvre chute au bout de 5 ou 6 jours, environ entre 4 et 8 jours, laissant place à une grande fatigue et le cycle se reproduit dans environ 5-6 jours. De 2 jusqu'aux 8 fois. Alors ici j'ai fait une petite formule magique, je vais vous expliquer pourquoi. Alors 5 jours en gros. 5 jours de la fièvre plus 5 jours de repos multiplié par 8, 80. Alors, c'est pas vrai comme ça, bien sûr, parce que les 2e, 3e, 4e jusqu'au 8e épisode de fièvre, normalement, sont plus faibles et pas si longs. Mais quand même, au maximum, idéalement, on peut dire que voilà, la fièvre, en gros, sans traitement, peut continuer avec plusieurs reprises, jusqu'à 80 jours environ. C'est le maximum qu'on peut imaginer, entre guillemets. Je vais vous dire après pourquoi j'ai fait cette formule fantastique vers la fin de notre présentation. Alors, la fièvre est quasiment toujours accompagnée par les signes non spécifiques, les vomissements, maux de tête, myalgie, arthralgie. Mais on peut observer aussi, surtout ce qui concerne la fièvre Borrelia recurrentis, c'est le H, le pétéchie, l'ictère, jusqu'à 20%, parfois ça rapporte jusqu'à 20% sur chaque 5e malade. L'hémorragie hépatosplénomégalie. Ce qui est très important et très intéressant, c'est les signes qu'on peut voir assez souvent, les méningoencéphalites, et parfois c'est grave. Un signe qui peut parfois servir un premier signe de méningoencéphalite développée, c'est photophobie. Souvent les nerfs crâniens sont affectés, surtout 2e et 7e paire. On a eu à Dielmo plusieurs cas de paralysie de nerf facial pendant le borréliose. Alors les symptômes font que la maladie est très souvent confondue avec le paludisme résistant au paludisme. Voilà, alors maintenant j'ai volé quelques diapos de la présentation d'avant, juste pour vous montrer pourquoi on connaît relativement bien ce qui se passe au Sénégal au niveau de borréliose. Alors, zone d'étude, c'est la station de recherche de Dielmo, vous voyez sur la carte. L'étude sur paludisme, surtout, a commencé en 1990. Il y a 2 villages, Dielmo et Diop, dont des dispensaires et les stations de recherche sont construits. Et en gros, la totalité de population de ces 2 villages sont consultés régulièrement au niveau de ces dispensaires. Dans un des dispensaires, ça fait, je dirais, combien déjà 4 ans, nous avons installé le laboratoire Point of Care. Vous voyez une image panoramique. C'est le laboratoire qui, on peut dire, en gros, reproduit ce qu'on peut voir dans l'époque des hôpitaux de Marseille. Alors vous voyez que c'est une petite pièce dont de techniciens spécialement formés sont toujours présents au POC, le jour et la nuit, entre guillemets, mais ça sert directement pour faire le diagnostic de plusieurs maladies infectieuses sur place, dont vous voyez la liste. Et première, 2e ligne, 3e, vous voyez que borréliose, vous voyez procédurée précisément, est une des maladies, un des agents plus importants pour les diagnostics, pour le travail de POC au Sénégal, à Dielmo au Sénégal. Voilà. Alors, quels sont les résultats de cette, on peut dire, surveillance des étiologies des fièvres à Dielmo et Diop au Sénégal?
Un des résultats, c'est le tableau épidémiologique, je dirais, de borréliose au Sénégal. Ce qui est assez intéressant, c'est que deux villages d'Iémoidieu se trouvent, la distance entre deux villages, c'est environ 5 km. Mais, jusque très récemment, à Dielmont, on a eu une bonne morbidité de borrelia considérée, et à Antioche, on n'a pas eu de cas. Pourquoi? Parce que entre deux villages se passe l'isoliette à 750 mm, et normalement ça correspond quasiment précise à la frontière de distribution de tiques vectrices, d'ornithodore. Alors ce qui est en dessous, ce qui est plus humide que 750 mm, c'est absolument incompatible avec la vie, le mode de vie de l'ornithodore. Bon, une idée jamais confirmée que c'est la pathologie fongique des tiques qui empêche le développement des tiques dans les milieux très humides. Bon, ça n'a jamais été confirmé. Voilà. Alors, bon, voilà. Alors, un article que nous avons, notre équipe, récemment publié concerne une bonne série de patients. Alors, on a surveillé quasiment 1500 patients fébriles pour la présence de borrelia dans le sang. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? Que partout au Sénégal, le pourcentage, l'incidence de borréliose dans le sang, c'est environ 7%. 7%, c'est beaucoup. Et ce qui est plus intéressant et plus choquant, je dirais, dans certaines régions, comme par exemple Niaral, nous voyons que l'incidence, le pourcentage de vitrification de borrelia dans le sang des malades fébriles monte jusqu'au quasiment 20%. Ça veut dire que chaque 5e malade qui vient avec la fièvre au niveau du dispensaire a de la soupe de borrelia dans le sang. Parce que vous voyez, ça c'est une bout d'épaisse. Vous voyez la quantité de borrelia, alors ça peut dire quelque chose. Aussi, on a isolé 2 souches cliniques, ce qui est assez intéressant, et bien sûr, on a confirmé ce qui était bien sûr déjà connu depuis très longtemps, c'est que le traitement avec oxycycline produit les résultats très satisfaisants. Ça veut dire que la fièvre chute dans quelques jours, la plupart des cas d'un jour, et voilà. Sauf un petit fait que nous avons trouvé, qui me semble très intéressant. C'est une série unique de 20 patients positifs pour borrelia pour plus qu'une fois. Ça veut dire que les mêmes patients, bien sûr, qui portent les mêmes villageois qui portent le même code, ont venu nous voir consécutivement pour la fièvre, pour telle ou telle raison. Ils ont été prélevés et voilà, on a trouvé la borrelia. Alors, pourquoi ma formule magique? Parce qu'on a trié, d'accord, 17 patients avec la distance, la différence entre les deux positifs ont été environ 66 jours. Nous avons considéré que, bon, maximum 66 jours. On a considéré quand même que ça peut être quand même expliqué par une deuxième, troisième, quatrième ou dernière vague de la fièvre de même maladie, qui n'a pas été traitée, bien traitée, ou peu importe. Mais quand même, on a 3 patients. 3 patients dont les résultats positifs ont été faits en plus que 100 jours. Est-ce que c'est la réinfection? Je dirais oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment on peut avoir une borréliose, être réinfecté dans 3 mois, quasiment, ou est limité. Probablement, l'explication a été déjà expérimentale, a été déjà faite en 1975, dans l'article qui montre que la réinfection des singes verts par Borrelia clarici est favorisée par le traitement de borréliose par doxycycline. Alors, pour l'instant, c'est tout ce qui est connu pour cette raison, mais on peut proposer une idée qu'un traitement pour doxycycline, c'est un facteur favorisant de réinfection chez l'homme, probablement, ou l'empêche le développement de l'immunité. Voilà, c'est l'idée probablement à réfléchir, bien sûr, à prouver, mais ici, oui, je voulais dire merci pour votre attention et dire qu'au Sénégal et surtout en Afrique, il n'y a pas que les rameaux dans le
bras de la main des enfants, il y a aussi des très jolies filles qui sont bien habillées au niveau du Guillemont en face de notre station. Merci. Merci. Ensuite, Rémi, c'est ça ?